Donc, bienvenue à tous pour cette nouvelle web actu du mois de mars. Donc, on va faire un point aujourd'hui sur les dernières actualités qu'on a pu avoir. Comme à chaque fois, je pense que maintenant, il y en a certains que j'ai l'habitude de revoir chaque mois. Je revois des noms qui apparaissent chaque mois. C'est au moins vous vous tenez au courant de l'actualité. Donc c'est l'objectif de cette formation, c'est de faire un point ensemble. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous répondez, vous me les posez dans le chat, soit je peux vous y répondre en direct. Et sinon, comme à chaque fois, le support vous est envoyé et les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre seront traitées dans le support directement. Alors, pour commencer, le traditionnel quiz. À votre avis, est-ce que vous avez suivi un peu l'actualité et est-ce que, à votre avis, maintenant, pour saisir le Conseil des prud'hommes, il faut désormais payer une contribution de 50 euros? C'est mitigé. J'ai du vrai, j'ai du faux. Certains qui me disent oui, mais c'est pas sûr du montant. Alors oui, c'est vrai. La loi de finances, qui du coup a enfin été promulguée au mois de février, prévoit maintenant une contribution qui doit être payée, donc une contribution à hauteur de 50 euros pour pouvoir saisir le Conseil des prud'hommes. Donc c'est une contribution qui existait déjà il y a plusieurs années. Elle a été supprimée et là du coup elle a été remise en place depuis l'année 2026. Donc voilà. Maintenant, alors est-ce que ça va dissuader certains salariés qui pouvaient aller au prud'homme dès que ils avaient rencontré la moindre difficulté? Alors une cinquantaine d'euros, je ne sais pas si ça va avoir un effet dissuasif, mais en tout cas, ça servira à financer notamment l'aide juridictionnelle. Donc ça s'applique à tout le monde. Je peux imposer à mes salariés travaillant le dimanche de voter par procuration aux prochaines élections municipales. Donc, vous savez, dimanche, on va voter pour élire notre futur maire. Donc, à votre avis, est-ce que vous en avez qui ont des enfin, est-ce que vos salariés sont amenés à travailler le dimanche et est-ce que vous pouvez les obliger à voter par procuration? Alors, c'est unanime, hein. Tout le monde m'a répondu faux. Donc, bien évidemment, vous avez raison, c'est faux. C'est le Code du travail qui le prévoit directement dans l'article qui traite du travail dominical. Le salarié qui est amené à travailler le dimanche euh, doit pouvoir se rendre aux urnes et doit pouvoir voter le dimanche. Donc, c'est à l'employeur d'organiser ça de manière à ce que le salarié puisse se libérer et travailler et aller voter, pardon. Un temps de déplacement entre le vestiaire et la pointeuse peut être un temps de travail effectif, même si le salarié n'a pas encore pointé. Ouais, s'il n'a pas pointé. Alors, j'ai quand même majoritairement du vrai. Donc, oui, c'est vrai. Le salarié, en fait, c'est
la jurisprudence du temps de trajet qu'on a l'habitude de rencontrer, hein, le temps de trajet en lui-même n'est habituellement pas du temps de travail effectif, sauf si le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et se trouve sujet à des contraintes professionnelles. Donc là, en l'occurrence, dans le cas où le salarié il est arrivé sur son lieu de travail, il est censé badger pour commencer à prendre son service. Il n'a pas encore badgé, mais il se tient à la disposition des clients et il peut potentiellement être interpellé par des clients. Dans cette situation-là, il est à la disposition de l'employeur, donc ça va constituer du temps de travail effectif. Donc, on a eu un arrêt de la jurisprudence hein, qui traite de ce sujet-là, on le verra tout à l'heure, donc on reprendra dans le détail cette situation-là. Mais retenez de manière générale, quand votre salarié il est sur un temps de trajet, le temps de trajet classique, ce n'est pas du temps de travail effectif, sauf si il doit se tenir à la disposition de l'employeur. Une prime exceptionnelle versée chaque année peut caractériser un usage. Alors là, c'est pareil, j'ai majoritairement du oui. Moi, j'ai la notion exceptionnelle quand même. Vous pensez pas que ça peut faire jouer et peser dans la balance? Donc, en effet, vous avez raison. Une prime qui, même si sur le bulletin de paye c'est indiqué prime exceptionnelle, à partir du moment où les critères de l'usage sont remplis, donc à savoir critères de généralité, fixité et constance, si ces trois critères sont remplis, l'usage va être caractérisé. Donc je peux très bien indiquer qu'il s'agit d'une prime exceptionnelle. Si je mets une prime exceptionnelle tous les ans au mois de décembre de 500 euros, elle est plus est vraiment exceptionnelle. Et donc, elle va caractériser un usage. Et donc, pour pouvoir la dénoncer, je devrais respecter la procédure spécifique de dénonciation d'usage. Alors, j'ai une question. Quid si on augmente le salaire de base de manière à intégrer la prime exceptionnelle et qu'on arrête de la verser? Alors, attention dans cette situation-là. Donc déjà, il faut bien vérifier, hein, parce que pour dire qu'on est sur de l'usage, il faut le critère de généralité, c'est-à-dire que ça s'applique à tous les salariés, soit tous les salariés de l'entreprise, soit à tous les salariés du service. Par exemple, vous appliquez une prime, mais elle s'applique que au service comptabilité, par exemple. Euh, Si j'ai le critère de généralité, je suis sur un usage, donc je dois procéder à une dénonciation d'usage, même si je décide d'augmenter mes salariés de manière à englober cette prime. Donc attention, si vos salariés ont un salaire qui devient plus élevé, ils pourront quand même demander le rappel de la prime, puisque l'usage n'a pas été dénoncé. Je vous rappelle, pour dénoncer un usage, je consulte mon CSE, donc j'ai pas besoin d'avoir son accord, hein, j'ai juste besoin de l'informer. J'informe individuellement chacun de mes salariés. Donc, soit vous faites un courrier remis en main propre, soit vous l'envoyez en recommandé avec accusé de réception. Je l'affiche dans l'entreprise pour faire une information collective et je laisse un délai. En général, on préconise 3 mois de délai de prévenance avant que ça entre en vigueur. Ça, c'est la procédure pour dénoncer mon usage. Donc, si je prévois d'augmenter mes salariés qui sont concernés par cette prime pour intégrer la prime, attention à bien faire cette dénonciation en parallèle. Si au final, votre salarié, c'est le seul à avoir cette prime-là, dans le service comptabilité, dans mon exemple, il y a deux salariés et il n'y en a qu'un qui a cette prime, elle est tout le temps versée au même moment, c'est le même montant, tout ça. Attention, là, il pourrait s'agir d'une contractualisation implicite de cette prime. Donc là encore, si vous voulez augmenter le salarié et ne plus lui verser cette prime, passez par un avenant, de manière à le prévoir directement dans un avenant. Au moins, vous avez l'accord du salarié et là, il n'y a plus de débat. Pareil, sur la modification, enfin, je vois qu'il y a une question aussi. Modifiant le contenu, le montant, elle ne devient plus exceptionnelle. Alors, si vous modifiez les montants,
chaque année. Oui, on a de la jurisprudence, notamment c'est celle que je cite dans le support, donc tout à l'heure, qu'on verra tout à l'heure. Mais là, dans l'exemple de la Cour de cassation que j'ai mis dans le support, on est sur une prime qui a été versée pendant une très longue période, mais avec des montants très différents. Donc, on passait de 200 à 1600, je crois. Enfin, j'ai plus les montants en tête, mais il y avait une différence assez importante. Donc là, dans cette situation-là, la prime exceptionnelle pourrait ne pas constituer un usage. Après, ça reste du cas par cas et ça reste tranché au final par un juge. Si vous envisagez des modifications d'usage, pareil, vous avez une prime que vous mettez en place pour un certain montant, et ça a toujours été ce montant-là, puis d'un coup, vous envisagez de changer ce montant. Là encore, je vous conseille de faire une procédure Alors, on respecterait la procédure de dénonciation d'usage, mais ça reviendrait à modifier en fait cet usage. Au moins, vous êtes sûr, il n'y a pas de débat. On a un usage qui était celui-ci, on vient lui apporter une modification. On passe par une procédure, la procédure de dénonciation, au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci. Sur les usages, ce que je peux vous conseiller, en tout cas sur l'attribution de certaines primes comme ça, c'est de passer sur éventuellement de faire des notes de service. Au moins, ça vous permet, quand la prime nécessite de remplir certains critères, au moins les critères ils sont écrits quelque part. Si vous versez une prime, c'est un usage, j'ai l'habitude de verser cette prime tout le temps quand mon salarié il fait telle activité. Ok, mais ça c'est votre usage. Mais c'est écrit nulle part que cette prime elle est versée que dans cette situation-là et pas dans les autres. Donc au moins le fait d'avoir cet écrit-là, ça reste une note de service. Donc ça reste un engagement unilatéral de l'employeur qui peut être dénoncé par le biais de la dénonciation d'usage dont je vous parlais. Mais au moins, ça permet à ce que les critères d'attribution de la prime soient écrits et qu'il n'y ait il y ait pas de débat sur le sujet. Le licenciement d'un salarié qui remet à son responsable des dessins représentant son manager, jetant des salariés à la poubelle, est toujours justifié. Voilà, c'est unanime, hein. Tout le monde me dit faux. Alors, bien entendu, c'est faux. Alors, il y a certains. En fait, on a un arrêt de la Cour de cassation du début d'année qui vient mettre en balance en fait la réputation en fait de l'entreprise avec la liberté d'expression du salarié. Donc, euh, la liberté d'expression du salarié reste une liberté fondamentale qui est mise sur un piédestal et sa remise en cause, enfin, la limite à la liberté d'expression fait est très régulièrement sujette à, à contentieux, puisque bah, on peut avoir par exemple les salariés qui s'expriment sur les réseaux sociaux et qui peuvent avoir des propos déplacés sur les réseaux sociaux ou sur les conversations de groupe ou les choses comme ça. Voilà, il y a toujours ce problème de à quel moment est-ce que je peux licencier? Parce que la liberté d'expression du salarié, enfin la faute du salarié outrepasse sa liberté d'expression. Et ça, c'est toujours assez délicat, c'est vraiment toujours du cas par cas. Il faut regarder le contexte. Et c'est ce que vient rappeler en fait la Cour de cassation dans cet arrêt, c'est que certes, on a un salarié qui fait des dessins montrant son manager dans une mauvaise position. Mais en fait, il faut regarder le contexte autour de ça. Et c'est ça qui doit être analysé avant de prendre une quelconque décision. Le salarié qui entretient une relation avec une ancienne salariée en conflit avec la société doit le déclarer à son employeur.
Alors, c'est mitigé. J'ai du vrai, j'ai du faux. Donc non, le salarié qui entretient une relation avec une ancienne salariée, même si elle est dans une situation de conflit avec son employeur, il n'a pas l'obligation de le déclarer à son employeur, puisqu'on est dans la liberté. Ça concerne sa vie personnelle, sa vie privée, donc il n'y a pas d'obligation. Et donc là, en l'occurrence, le salarié avait été licencié, le licenciement n'est pas justifié pour ce motif-là. Une activité concurrente exercée ponctuellement par un salarié au statut d'auto-entrepreneur ne suffit pas pour licencier le salarié, la notion ponctuelle ne permettant pas de caractériser une faute. On a eu le cas, je crois, en plus, Megan. C'est une activité concurrente. Alors, c'est mitigé. Vrai, faux. C'est faux. Une activité concurrente qui est exercée par le salarié, même si elle est exercée ponctuellement, ça va suffire à caractériser un licenciement pour faute grave. En fait, on a enfin pour faute, on a un défaut un manquement à l'obligation de loyauté du salarié, qui est qu'il ne doit pas exercer une activité concurrente pendant qu'il est engagé chez vous. Donc, dans cette situation-là, on pourrait envisager son licenciement. Pour le nouvel entretien de parcours professionnel, l'intervalle de 4 ans entre deux entretiens se compte à partir du dernier entretien. Alors, l'entretien de parcours professionnel, on en a déjà parlé lors des précédentes Web Actu. Cette question, on se l'était un petit peu posée sans avoir vraiment de réponse. Et là, on a eu des précisions. Bon, j'ai un peu de tout dans les réponses. Alors, c'est vrai. On a un question-réponse du ministère du Travail qui a été publié, donc je vous ai mis le lien un peu plus loin, vous pourrez aller le voir. On a un question-réponse du coup qui a été mis à disposition et qui vient préciser que l'intervalle de 4 ans entre les deux entretiens se compte à partir du dernier entretien. Donc, vous savez, on s'était posé un peu la question, alors ça devait être la Web Actu de novembre, je crois, quand on a parlé l'entretien de parcours professionnel qui est entré en vigueur au 26 octobre 2025, c'était à partir de quand ça entre en vigueur? On n'a pas de disposition transitoire, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas quand est-ce que ça commence. La position qu'on avait eue à l'époque, c'était de dire, bah, en fait, la loi, elle dit ça, elle entre en vigueur au 26 octobre 2025 et elle ne nous dit pas que le délai repart à zéro à cette date ou autre. Donc, on avait déjà eu cette position-là de dire les 4 ans, c'est à partir du dernier entretien. Donc, si vous avez fait vos entretiens en 2024, vous auriez dû, du coup, les refaire en 2026. Pardon, en 2026. Euh, du coup, j'avais dit quoi? 2024, donc vous auriez dû les refaire en 2026, vous n'aurez à les refaire que en 2028. Donc vous gagnez du coup 2 ans supplémentaires. Donc ça, c'était du coup la position qu'on avait déjà tenue lors de la dernière Web Actu, mais là au moins on a le question-réponse qui vient nous le préciser. Pour le nouvel entretien de parcours professionnel, si l'entretien de mi-carrière ou de fin de carrière n'a pas été réalisé, l'abondement sanction du CPF pourra s'appliquer.
Oula, pardon, ça allait trop vite là. J'étais en train de défiler les commentaires et c'est le diapo qui a défilé à la place. Désolée. Oui, l'entretien de parcours professionnel, enfin vous savez que maintenant il y a un entretien de mi-carrière qui doit être passé donc dans les 2 mois qui suivent la visite médicale de mi-carrière. La visite médicale de mi-carrière, elle est passée à 45 ans ou dans les 2 ans qui précèdent au cours d'une autre visite. Et l'entretien du coup de parcours professionnel doit être passé dans les 2 mois qui suivent cette visite médicale. Et on a un entretien de parcours professionnel qui doit être fait en fin de carrière. Ces 2 entretiens sont des entretiens obligatoires. Donc, si ils n'ont pas été réalisés, il y a un abondement enfin, l'abondement sanction qui est prévu, l'abondement du CPF qui est prévu pour la non-réalisation de l'entretien de parcours professionnel s'applique aussi pour ces entretiens-là. Je fais un petit aparté hein, sur l'entretien de parcours professionnel. On en avait parlé la dernière fois. Vous savez, sur l'entretien de bilan, normalement, il doit y avoir un entretien, donc des entretiens qui doivent être tous les 4 ans avec un bilan tous les 8 ans et des formations qui doivent être passées. Et les formations doivent être des formations non obligatoires. La Cour de cassation était venue nous dire, du coup, les entretiens, même si tous les entretiens n'ont pas été réalisés. Le fait qu'il y ait eu des formations non obligatoires qui ont été passées suffit à ce que vous n'ayez pas l'abondement sanction du CPF. Donc voilà, pensez à faire des formations non obligatoires à vos salariés, au moins même si vous oubliez certains entretiens professionnels, vous limitez le risque. L'abondement sanction, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et puis, au niveau de la sanction, bah, ça va être si le salarié, notamment, conteste le non-respect sur ce point-là. Je vois que je n'ai rien trouvé sur les différents points à aborder concernant les différents entretiens. Avez-vous des trames à proposer? Alors là, je vous invite à revenir vers nous. Nous, on n'envoie pas de trame d'entretien pro. Je ne crois pas qu'on en ait à disposition. Mais après, si vous avez besoin, on peut vous fournir le numéro de l'article. Alors là, je ne le connais pas par cœur, mais s'il y a des questions bien spécifiques sur l'entretien de parcours professionnel, je vous invite à revenir vers nos services. Comme ça, on vous envoie l'article du Code du travail qui en fait mention. Et au moins, vous avez la liste des éléments à aborder. Après, je vais vous verrez tout à l'heure dans le support, il y a le lien sur le question-réponse. Donc déjà, ça apporte pas mal de réponses sur le fonctionnement justement de l'entretien de parcours professionnel. Et enfin, dernière question, dans le transport routier de marchandises, il existe une dérogation au repos le dimanche, pardon. Je peux donc toujours faire travailler mes salariés le dimanche. Alors j'ai beaucoup de oui. Attention, non. Si la possibilité de travailler le dimanche n'est pas prévue dans le contrat de travail, c'est pas parce que vous êtes une entreprise qui bénéficiait d'une dérogation et que vous pouvez conduire le dimanche et faire travailler les salariés le dimanche que vous avez toujours la possibilité de l'imposer à vos salariés. Ça doit être quelque chose de prévu dans le contrat de travail. Donc faites attention, il y a un arrêt du coup qu'on va voir ensemble tout à l'heure, mais qui traite bien de ça et le fait que ça ne soit pas mentionné dans le contrat. euh, Remet en cause, enfin, autorise le salarié à refuser et si le salarié refuse, il ne peut pas être licencié pour ce motif-là. Donc attention, le travail le dimanche, c'est toujours très particulier. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler nos services.
Alors, sur l'actualité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même faire un petit aparté sur les ruptures conventionnelles. C'est juste pour que vous ayez l'info, ça vous concerne pas, enfin ça va pas avoir un effet très important pour vous, mais juste pour que vous ayez l'info, en ce moment, il y a des négociations sur tout ce qui est régime de l'assurance chômage et sur les ruptures conventionnelles, il y a il est envisagé, donc ce n'est que des négociations entre les partenaires sociaux pour l'instant, c'est pas encore plus avancé que ça, mais il est envisagé de prévoir une modulation de l'indemnisation et notamment une indemnisation qui serait potentiellement plus courte pour les salariés qui bénéficient d'une rupture conventionnelle. Donc les principaux arguments qui sont avancés, c'est le fait que le salarié qui demande une rupture conventionnelle, il ne subit pas sa perte d'emploi, il y consent, donc c'est pour ça qu'on pourrait potentiellement avoir une réduction de la durée d'indemnisation dans le cas d'une RC. Euh, il y a des études aussi qui ont démontré que les profils qui demandent des ruptures conventionnelles sont souvent des profils avec des niveaux de diplôme plus élevés et qui du coup ont moins de difficultés normalement à trouver du travail derrière. Donc, c'est des arguments qui sont, donc, c'est des négociations, rien n'est fait. Pour vous, ça n'aura pas un impact très important, puisque ça concerne l'indemnisation chômage. Mais voilà, je trouve que c'est quand même intéressant d'en avoir connaissance, même si, comme je vous le disais, pour l'instant, on est au stade de réunion entre, enfin, ça en est au stade des négociations entre les partenaires sociaux. Rien n'est fait à ce jour. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire un rappel, notamment sur les congés payés. Alors, je sais que ça passe très souvent à la trappe, c'est pour ça que je fais quand même un petit rappel sur ça. Les congés payés, donc si la période de prise de congé n'est pas déterminée par un accord d'entreprise ou par la convention collective, vous devez normalement fixer la période de prise de congé après consultation du CSE. Donc la période légale de congé, elle doit comprendre le 1er mai au 31 octobre, obligatoirement. Et je vous rappelle que vous devez consulter le CSE sur ce point-là. Donc si ce n'est pas fait, pensez à le faire là dans vos prochaines réunions. Et ensuite, vous devez informer les salariés de la période de prise. Normalement, c'est au moins 2 mois avant. Donc si les congés commencent au 1er mai, normalement, ça aurait dû être au 1er mars. Donc bon, mieux vaut tard que jamais si vous le faites maintenant, mais pensez-y, c'est important sur ce point-là. Je vous fais également un rappel sur les congés payés, toujours. Vous savez, la loi du 22 avril 2024, qui est entrée en vigueur au 24 avril 2024, qui est venue prévoir que maintenant, pendant que les salariés sont en arrêt maladie, ils peuvent continuer à accumuler des congés. Euh, Cette loi, elle a également prévu que les salariés peuvent demander un rappel des congés payés qu'ils ont acquis pendant la maladie pendant un délai de 2 ans. Ce délai, il arrive à expiration le 24 avril 2026. Donc, si vos salariés qui sont encore dans la société aujourd'hui ne vous ont pas fait de demande, enfin, tant mieux, on va dire. Parce que au moins, vous n'avez pas ce rappel à faire. Et après le 24 avril 2026, ils seront plus, ils n'auront plus la possibilité de faire cette demande-là. Je vois, la convention collective transport ne prévoit pas la période de prise des CP. Alors, elle prévoit la période de prise, mais la période qui est prévue notamment pour les ouvriers, c'est 1er juin, 31 octobre. Donc, c'est pas la période de prise légale. La période de prise légale, c'est 1er mai, 31 octobre. Donc, il doit y avoir quand même une consultation du CSE et une détermination de la période de prise qui doit être faite en interne dans l'entreprise. Donc voilà, pour revenir sur les congés payés et la maladie, tant que vous n'avez pas eu de demande à partir du 24 avril 2026, tous les salariés présents dans l'entreprise qui vous nous ont pas fait la demande ne pourront plus vous la faire. Donc passé le 24 avril, vous êtes tranquille, entre guillemets. Et petit rappel du coup pour les élections de dimanche, pour les personnes qui sont amenées à travailler le dimanche, vous devez leur permettre
de s'absenter pour aller exercer leur droit de vote. Donc, soit vous aménagez les horaires, soit c'est des autorisations d'absence. Par contre, si votre salarié, il travaille que le dimanche matin, par exemple, bah, il a tout le dimanche après-midi pour aller voter. Donc là, vous n'avez pas l'obligation de lui adapter ses horaires, ou de l'autoriser à s'absenter. Il a toute l'après-midi pour y aller, donc là, il n'y a pas de sujet. Par contre, votre salarié qui travaille pendant toutes les horaires, l'amplitude d'ouverture du bureau de vote, là, vous devez lui donner la possibilité d'aller voter. La période de reconversion, on en a parlé plusieurs fois déjà. Vous savez, donc ça sort de la loi du coup d'octobre 2025, donc la loi senior, est venue, qui a créé l'entretien de parcours professionnel. Cette loi, elle est venue aussi faire le point sur la période de reconversion. Initialement, c'est entré en vigueur en début d'année 2026. On attendait d'avoir le CERFA, puisque quand les salariés du coup sont amenés à solliciter cette période de reconversion et à mettre en place cette période de reconversion, il doit y avoir un accord écrit qui doit passer par ce CERFA. Donc, je vous ai mis le lien. Vous aurez juste à cliquer dessus, vous y aurez accès. Et il y a la notice aussi pour compléter ce petit formulaire. On a la loi de finances aussi, du coup, qui a été publiée, la loi de finances pour 2026. Mais vaut tard que jamais. Normalement, c'est en fin d'année qu'elle est publiée. Là, elle est arrivée au 19 février 2026. Donc bon. Après, en termes de modifications qui concernent le droit du travail, on n'a pas énormément de modifications. Donc ça ne change pas grand-chose pour nous sur la partie sociale, on va dire. Donc, on a la création d'une contribution forfaitaire de 50 euros pour saisir le Conseil des prud'hommes. Cette loi, elle a prolongé les deux dispositifs dérogatoires, à savoir l'exonération fiscale et sociale des pourboires. Bon, c'est plutôt dans le domaine hôtel, café, restaurant. Et la prise en charge facultative par l'employeur des frais de transport public à hauteur de 75%. Donc normalement, c'est 50% qui sont obligatoires. Là, on a la possibilité d'aller jusqu'à 75%. Alors, j'ai une question sur la rétroactivité. Je ne sais pas si ça concerne la loi de finances ou... Alors, je ne comprends pas la demande sur la rétroactivité pour la période de reconversion. S'il y a une question spécifique sur la période de reconversion, à la rigueur, vous nous demandez directement auprès de nos services, parce que là, je ne vois pas la rétroactivité. Enfin, il n'y a pas de rétroactivité de mentionner, donc je ne vois pas à quoi vous faites référence. Et enfin, sur la loi de finances, la dernière modification, ça va être sur les médailles du travail. Donc maintenant, les gratifications qui sont versées aux salariés au titre de la médaille du travail sont soumises à impôt sur le revenu. Attention, pour l'année 2026, il risque d'y avoir une augmentation en termes de contribution pour certaines entreprises. Donc, je vous rappelle, la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés pour l'année 2025, elle doit être faite sur les DSN d'avril, donc le 5 ou le 15 mai en fonction de votre DSN. Il y a deux évolutions qui sont à prévoir, notamment la fin de l'écrêtement. Donc en fait, depuis les embauches du 1er janvier 2025, il n'y a plus d'abattement. Avant, il y avait une mesure transitoire de 5 ans qui a été appliquée de 2020 à 2024 pour permettre un abattement sur le montant de la contribution pour l'embauche des travailleurs handicapés. Je vous ai remis le petit tableau avec les montants qu'il y avait à l'époque. Donc ça s'est terminé en 2024. Pour la contribution due pour l'année 2025, il n'y a plus d'écrêtement. Ce qui veut dire que vous allez devoir déclarer et payer ce que vous avez calculé. On va plus pouvoir faire, s'il y a une augmentation par rapport à l'année précédente, il n'y aura plus la possibilité de prévoir un écrêtement avec un certain pourcentage.
Donc faites attention et anticipez, puisque pour certaines entreprises, ça peut chiffrer. Donc je vous invite à faire le point avec vos prestataires paye ou à faire des simulations. Mais voilà, prenez le temps de le faire pour anticiper ce nouveau montant qui pourra être potentiellement plus important qu'avant. On a une évolution aussi des dépenses déductibles. Je vous ai remis la liste du coup de toutes les dépenses qui sont déductibles et je vous rappelle que euh, il y avait au niveau des partenariats, ça devait s'arrêter, puis finalement c'est prolongé encore jusqu'à 2029, je crois, de mémoire. Et je vous ai remis aussi les deux dépenses qui ne sont plus déductibles pour l'année 2025. Donc voilà, je vous invite à faire le point sur ces évolutions-là et ces dépenses, savoir si vous pouvez, quand vous embauchez pas, en gros, le nombre de salariés travailleurs handicapés que vous devez dans le cadre de votre obligation, vous avez quand même la possibilité de déduire certaines dépenses quand vous avez, par exemple, des partenariats avec certaines associations ou organismes, vous pouvez les déduire. Mais refaites le point sur ce que vous faites et sur si les dépenses sont bien, rentrent bien dans, si ces déductions rentrent bien dans ce qui est prévu par les textes. Alors, je vois que j'ai deux questions. Pour les 75% de prise en charge, à partir de quelle date? Alors ça, c'est à partir du 1er janvier, parce que de toute façon, l'URSSAF avait dit qu'il faisait une prolongation, il l'avait annoncé sur le boss. Et ensuite, embauche d'un salarié en février 2026 ne nous couvre pas pour 2025. Non, ça vous couvrira sur 2026, mais pas sur 2025. Je vous ai remis le guide de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, comme ça vous fait un rappel. Et l'URSSAF et l'AGFIP proposent un webinaire le 19 mars, justement, sur ces déclarations. Donc pareil, je vous invite à aller voir si ça peut vous aider. Alors, rappel sur le bonus-malus pour le chômage. Donc, on en a déjà parlé, mais donc depuis le 1er mars 2026, il y a eu des évolutions. On a le, vos nouveaux taux, normalement, vont dû vous être communiqués fin février, pardon. Donc, vous devez connaître vos nouveaux taux depuis le 1er mars 2026. Les ruptures de contrat pour donc les fins de contrat de plus de 3 mois ne sont plus pris en compte. Les fins de contrat saisonniers, les licenciements pour faute grave ou faute lourde et les licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle. Voilà, toutes ces ruptures-là ne sont plus prises en compte. Et depuis le 1er mars, l'entreprise est comparée aux entreprises du même groupe d'activités et plus du même secteur qui était plus général et plus global. Donc au moins, ça c'est un peu plus ciblé maintenant. C'est un peu, voilà, vous êtes comparé à des entreprises dans le même secteur et pas, enfin dans le même groupe et pas dans le secteur dans son intégralité. DSN substitution, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, depuis en juin 2026, l'URSSAF va pouvoir émettre des DSN de substitution. Je vous ai simplement mis, alors c'était aujourd'hui à 11 heures, mais je vous ai quand même mis le lien à voir si vous pouvez voir le replay sur le lien. Je ne suis pas allée vérifier, je vous avoue. Mais je vous l'ai quand même mis, comme c'était aujourd'hui, peut-être que vous pouvez avoir accès au replay. Et enfin, il y a un questionnaire à partir du 31 mars 2026. Les employeurs pourront directement avoir accès au questionnaire risque professionnel sur leur espace. Donc, vous pouvez vous connecter sur Net Entreprise et vous y aurez accès. Et petit aparté aussi, je ne l'ai pas remis dans le support parce que j'en ai déjà parlé le mois dernier, mais sur euh, mince, comment ça s'appelle? Je suis en train de chercher le mot, le plan de prévention vous savez, l'employeur doit à l'obligation de déclarer maintenant les formations, enfin à partir du 16 mars, les formations santé-sécurité que vous aurez dispensées et de vérifier les déclarations qui ont été faites par les organismes de formation. Donc bon, ça j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc je ne l'ai pas remis dans le support, mais c'est à partir du 16 mars, donc c'est lundi prochain. L'entretien de parcours professionnel,
J'en ai parlé du coup ça aussi à plusieurs reprises depuis que c'est sorti, depuis le mois d'octobre 2025. Comme je vous disais, on a eu un question-réponse qui a été mis à jour par le ministère du Travail. Donc je vous ai mis le lien comme ça, vous pouvez aller le consulter. On a la précision que l'intervalle de 4 ans entre les deux entretiens se décompte à partir du dernier entretien. Donc même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi qui était le 26 octobre 2025. Donc les délais qui n'étaient pas expirés au 26 octobre 2025 sont allongés à due proportion. Donc je vous ai remis cet exemple qui est tiré directement du site du ministère du Travail, mais au moins ça vous permet d'avoir des exemples concrets. Le question-réponse nous précise aussi que les périodes de suspension de contrat qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas pris en charge, ne sont pas pris en compte, pardon, pour le calcul des délais pour organiser les entretiens de parcours professionnel. Et enfin, si l'entretien de mi-carrière ou de fin de carrière n'a pas été réalisé, il y a l'abondement qui devra être l'abondement sanction. Enfin, vous pourrez être redevable de l'abondement sanction. Sur l'actualité jurisprudentielle. Alors, la durée du travail, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le questionnaire d'introduction, un temps de déplacement du salarié du vestiaire jusqu'à la pointeuse peut être considéré comme du temps de travail effectif. Dans cet arrêt de janvier 2026, en fait, on avait un salarié qui était engagé en qualité d'employé libre-service et du coup, il était astreint à des temps de déplacement entre le vestiaire pour aller jusqu'à la pointeuse. Donc, le matin, il arrivait, il devait aller badger sur la pointeuse. Pendant sa pause à midi, il badgeait et ensuite il retournait au vestiaire pour pouvoir se changer et faire sa pause. Et il retournait en début d'après-midi et il revenait le soir. Donc, 4 fois dans la journée, il devait faire ce trajet-là. Sauf que entre le vestiaire et la pointeuse, il était déjà avec sa tenue professionnelle où c'était écrit 100% à votre service ou puis-je vous aider? Et donc, du coup, il devait traverser le magasin, parce que c'était un magasin de vente. Donc, il pouvait se faire interpeller par des clients qui pouvaient lui poser des questions. Alors qu'il n'avait pas encore badgé, donc officiellement, il n'était pas encore en temps de travail. C'est du coup, la Cour de cassation a estimé que ces déplacements constituaient bien du temps de travail effectif, puisque le salarié était à la disposition de l'employeur et était amené à travailler. On avait le port d'une tenue dans une zone où les salariés pouvaient être sollicités par la clientèle, donc c'était des éléments déterminants pour qualifier que les déplacements entre le vestiaire et la pointeuse étaient bien du temps de travail effectif. Lorsque j'ai un salarié qui est amené à potentiellement travailler le dimanche, je dois vérifier si son contrat de travail le prévoit. Le repos dominical est quelque chose que je ne peux pas imposer. Enfin, le fait de travailler, de faire travailler mon salarié pendant le dimanche et que du coup il ne puisse pas prendre son repos habituel le dimanche peut être une modification de son contrat de travail. Donc là, en l'occurrence, au retour d'arrêt maladie d'un salarié, ses horaires de travail ont été amenés à changer. Il a été prévu que dorénavant, il allait travailler le dimanche. Le salarié a refusé. Ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas travaillé le dimanche. Donc il a été licencié pour faute grave. Il a contesté son licenciement et la Cour de cassation, elle, a estimé que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail, ne pouvant lui être imposée sans son accord express. Donc, dans cette situation-là, on ne peut pas l'imposer au salarié, il faut obtenir son accord au préalable. Sur le versement d'une prime, donc on a parlé tout à l'heure de l'usage.
et des primes qu'on pouvait verser aux salariés. Donc là, dans cette situation-là, on a un arrêt de travail, un arrêt de la Cour de cassation, pardon, donc, qui nous dit que on a le paiement d'une prime donc dans cette situation, le salarié percevait des primes, donc sur le début de l'extrait, vous voyez les montants, hein, je les ai remis, enfin j'ai remis l'extrait de l'arrêt. On a des montants qui sont quand même très différents. Et donc, le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement va résulter d'un usage. Donc, c'est les critères que je vous ai cités tout à l'heure, hein, la généralité, la constance et la fixité. Mais dans cette situation, on a une prime de bilan qui varie entre 500 et 2600 euros sur plusieurs années. Donc, la Cour de cassation, dans cette situation précise-là, elle estime que on n'a pas de critère de la fixité de la prime, puisqu'on a un montant qui est vraiment très différent d'une année à l'autre. Donc, dans cette situation, l'usage n'est pas caractérisé et on peut considérer que le salarié ne pouvait pas bénéficier de ne pouvait pas demander un rappel de cette prime au prétexte que c'était un usage. Attention, là, c'est vraiment du cas par cas, hein. À l'inverse, on a un arrêt, donc ça, c'est un arrêt du 4 février 2026. On a un arrêt du 11 février 2026 qui, lui, prévoit que la prime de 1600 euros qui est versée de 2016 à 2019 à un salarié, elle constitue un usage. Donc, il faut vraiment faire attention à ces critères-là. Est-ce que je suis sur de la généralité, de la constance et de la fixité? Généralité, il a déjà été reconnu par les juges que un salarié euh, tout à l'heure, je prenais l'exemple du service comptabilité, c'est que le service comptabilité qui est concerné, la personne est toute seule, bah, il représente le service comptabilité à lui tout seul. Donc la généralité, elle peut s'entendre par j'ai qu'une seule personne dans ce service et j'ai que lui qui est concerné. La fixité, c'est est-ce que je lui verse tous les ans ou tous les mois en fonction de l'échéance que vous avez prévue. Et ça, c'est la constance, pardon, et la fixité, ça va être le montant. Je vous rappelle, hein, pour dénoncer l'usage, j'informe le CSE, j'informe chacun de mes salariés, plus je fais un affichage et je laisse un délai de 3 mois avant de stopper le versement de l'éventuelle prime. Sur l'obligation de loyauté, la Cour de cassation, elle est venue nous dire que le fait pour un salarié de créer et d'exercer sous le statut d'auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur une activité directement concurrente à l'une des siennes, est constitutif à lui seul d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Donc là, on est sur un salarié qui avait monté qui avait le statut d'auto-entrepreneur et qui travaillait euh, exceptionnellement de son côté sous son statut d'auto-entrepreneur. Euh, s- Même si cette activité est résiduelle, à partir du moment où le salarié exerce une activité concurrente, on a la possibilité d'envisager un licenciement pour faute. Et ce, même si on était sur l'exercice de cette activité en dehors du temps de travail et qui ne l'utilisait pas le matériel de l'entreprise, hein. C'est le seul fait d'exercer une activité qui est une activité concurrente. Autre obligation de loyauté qu'il faut respecter euh, sur la dissimulation par le salarié de son mariage avec une ancienne salariée en litige avec l'entreprise. Donc dans cette situation-là, l'employeur invoquait un manquement du salarié à son obligation de loyauté et un risque de conflit d'intérêts. Sauf que là, les juges ont débouté, au début, ils ont débouté le salarié de sa demande de nullité de licenciement. Ils avaient, donc c'était ça, c'est les juges du fond qui avaient débouté le salarié. Ils avaient estimé que, en raison de sa mission, de la mission du salarié qui était une mission d'audit et de contrôle interne, il avait l'obligation d'informer l'employeur puisqu'il y avait un risque de conflit d'intérêts. Ce n'est pas la position de la Cour de cassation. La Cour de cassation estime que euh, on ne pouvait pas
ça pouvait pas être reproché aux salariés dans cette situation-là. C'était pas susceptible d'influer sur l'exercice de l'activité du salarié et donc ce n'était pas au détriment de l'intérêt de la société. Donc le silence du salarié ne pouvait pas lui être reproché dans cette situation. On n'est pas dans un cas où il y avait un conflit d'intérêt compte tenu de l'activité du salarié. Sur le licenciement pour faute du salarié, donc là, dans cette situation, on est sur une salariée qui, donc elle travaillait pour un péage d'autoroute et elle était titulaire d'un badge autoroute. Son compagnon avait utilisé à des fins personnelles ce badge-là. Elle a été licenciée pour faute grave et en fait, elle a essayé de faire requalifier son licenciement en licenciement en licenciement nul, en estimant que puisqu'elle n'était pas l'auteur de la faute, on ne pouvait pas lui imputer et donc du coup, on était sur un cas de nullité du licenciement. La Cour de cassation dit certes, le licenciement n'est pas justifié, puisque vous n'êtes pas l'auteur de la faute, puisqu'en fait le salarié a utilisé, enfin, son conjoint, pardon, a utilisé son badge à son insu à elle. Donc ce n'est pas elle qui lui a donné son badge, c'est son compagnon qui l'a pris. Alors, dans les faits, hein, on n'est pas. Je pense que c'est difficile d'aller vérifier si elle lui a prêté ou s'il l'a pris à son insu. Euh, Comme il s'agissait pas, elle n'était pas l'autrice de la faute, ce n'est pas elle qui lui a donné délibérément, c'est lui qui s'est servi. La Cour de cassation estime que le licenciement n'est pas justifié. Par contre, elle estime que on n'est pas dans un cas de nullité, donc on est juste sur un cas de licenciement injustifié qui ouvre droit des dommages et intérêts, mais pas sur une nullité. Et le dernier arrêt qu'on verra aujourd'hui, c'est du coup sur la liberté d'expression. Donc là, on était sur un salarié qui avait remis à son responsable des ressources humaines deux dessins. Donc il avait réalisé lui-même. Le premier qui représentait le salarié en habit de travail, les larmes aux yeux et avec en légende ouvrier sérieux, travailleur innovant, abîmé physiquement mais toujours pertinent, recherche poste désespérément. Bon, la grande poésie. Et un second dessin qui, lui, représentait un homme qui portait des lunettes, jetant les ouvriers dans la poubelle, marqué non recyclable. Donc, en fait, ça visait clairement le responsable des ressources humaines dans cette caricature-là. Il a été licencié pour faute grave. Le salarié a contesté du coup son licenciement. Il a estimé qu'il s'agissait d'une atteinte à sa liberté d'expression. Et la Cour de cassation va valider, enfin va suivre le raisonnement du salarié et elle va préciser euh, comment est-ce que les juges doivent se comporter face à ce genre de situation. Et donc, la Cour de cassation, elle dit que donc jusqu'à présent, les juges ils devaient chercher si les propos du salarié étaient préjudiciables, diffamatoires ou excessifs. Donc, si le salarié en fait avait exercé abusivement sa liberté d'expression. Et là, maintenant, avec cet arrêt, la Cour de cassation, elle pose le principe, elle dit maintenant, les juges, quand on vous pose une situation similaire, vous devez exercer un contrôle de proportionnalité et mettre en balance d'un côté la liberté d'expression du salarié et de l'autre le droit de l'employeur à la protection de ses intérêts légitimes. Donc voilà, maintenant, les juges savent comment est-ce qu'ils doivent se prononcer pour vérifier si le salarié a outrepassé ses droits, entre guillemets. J'arrive au bout de la formation. Alors, je vous rappelle qu'on propose toujours des petites formations de 2 heures sur des sujets particuliers. Donc là, par exemple, lundi, on fait une formation sur les exploitants dans le transport de marchandises, donc sur la réglementation RSE, les temps de pause, le temps de conduite, voilà. Euh, on propose aussi une formation mardi sur le CSE, bien animer le CSE, les représentants, enfin les syndicats dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour être formé sur des sujets bien précis, on est à votre disposition et on peut vous accompagner sur ces points-là.
En tout cas, je vous remercie pour votre participation. J'ai vu qu'il y avait quelques commentaires auxquels je n'ai pas pu répondre. Je répondrai du coup dans le questionnaire et puis comme ça, on vous transmettra du coup le support. Et je vois qu'il y a des questions sur la liste des formations. Les formations, elles sont disponibles soit sur notre site legislature.fr, soit vous pouvez cliquer sur le lien directement quand je vous enverrai le support. Vous aurez le support d'ici la semaine prochaine, vous l'aurez. Je vous remercie en tout cas et puis je vous dis au mois prochain. Bonne fin de journée.